Bonjour à toutes et bonjour à tous. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro des Contrepoints de la santé avec Pascal Morel et Renaud Degas pour ce nouveau débat donc, qui sera consacré à l'impact sur la santé de 3 grandes institutions. La Haute Autorité de Santé, qui, rappelons-le, a été créée le 13 août 2004 dans le cadre de la loi sur l'assurance maladie et qui est définie comme une autorité publique indépendante à caractère scientifique dont le but est de développer la qualité dans le champ sanitaire, social et médico-social. L'Académie nationale de médecine, créée en 1820, si je ne m'abuse, sous Louis XVIII, et l'Académie des sciences, créée en 1666, sous Louis XIV. Pour en débattre, Catherine Barthélémy, toute nouvelle présidente de l'Académie nationale de médecine, Lionel Collet, président de la Haute Autorité de Santé depuis un an, presque un an, vous avez été nommé en avril de l'année dernière, et Alain Fischer, président de l'Académie des sciences, ancien monsieur vaccin pendant la crise de Covid, et qui vient de publier un livre passionnant, Protéger les vivants, des enfants malades, pour faire référence aux enfants malades et aussi à l'hôpital des enfants malades à la crise du Covid. Vous racontez votre parcours de médecin, pédiatre, spécialiste de l'immunité et expert de la vaccination et aussi et surtout l'importance de la recherche et son acceptabilité sociale. Vous parlez d'immunité, d'immunologie, c'est très clair, c'est très pédagogique, il y a de nombreuses illustrations, mais enfin il faut s'accrocher de temps en temps quand même. Merci madame et messieurs d'avoir accepté notre invitation. La santé va mal. Difficulté d'accès aux soins, aggravation des déficits des hôpitaux, pénurie de médicaments et on a le sentiment que la situation est complètement engluée. Vos 3 institutions n'ont pas la même histoire ni les mêmes missions et moyens, mais elles sont toutes les 3 en quelque sorte des tours de contrôle, à défaut d'être des tours d'ivoire. Quel diagnostic faites-vous de la situation? Comment en est-on arrivé là? Que faudrait-il faire pour sortir de l'ornière? Les thèmes sont nombreux. Santé publique, qualité des soins, amélioration des pratiques professionnelles, innovation et recherche et aussi, bien sûr, la prévention et la vaccination, sans oublier l'implication des citoyens. Cette émission est enregistrée mardi 5 mars dans la matinée à la Villa M. Merci à nos partenaires BVA, Groupe Pasteur Mutualité, MSD, Point Vision et CARE. Pascal, à toi la première question. Bonjour à toutes et à tous. Je t'invite également, Philippe, à lire un livre, celui de Catherine Barthélémy. C'est un livre assez récent sur l'autisme. Vous êtes une grande psychiatre et une grande spécialiste de l'autisme. C'est cela ? Merci beaucoup de citer cet ouvrage. Oui, c'est un ouvrage collectif qui est co-dirigé avec ma jeune collègue, le professeur Frédéric Bonnet-Brio, et qui réunit ce qu'on appellera toute l'actualité. Excusez-moi. Et j'en profite de cette interruption pour montrer le livre d'Alain Fischer. Voilà. Qui réunit vraiment toute l'actualité, on va dire, sur la physiopathologie, sur la sémiologie, sur la thérapeutique et, on va dire, la prise en charge de l'autisme dans le monde entier. Nous vous interrogerons sur... à partir de vos responsabilités aujourd'hui, tous les 3, vos responsabilités institutionnelles dans les académies, notamment vous. Mais enfin, nous parlerons, rassurez-vous, sans doute, nous vous interrogerons, si le temps imparti nous le permet, sur la psychiatrie et notamment également sur la pédiatrie. Parce que Philippe a raison, la santé, en tout cas les Français, ont le sentiment que rien ne va ou que nous sommes dans des crises sans fin, finalement. Et notamment, d'ailleurs, dans vos 2 spécialité, la psychiatrie et la pédiatrie. Frédéric Valletoux, le nouveau ministre de la Santé, a dit d'ailleurs chez nos confrères de France Inter dimanche dernier qu'ils ont le sentiment d'avoir cette crise parce qu'ils ont surtout le sentiment d'avoir du mal à trouver, il l'a reconnu, des médecins quand ils en ont besoin. Même si nous savons que toutes les choses sont ici beaucoup plus complexes et pas nécessaires, et variables, disons. Les institutions que vous représentez ont la vocation finalement à poser des diagnostics au-delà des médecins que vous êtes. Alors, si on vous posait comme ça de but en blanc et puis pour nous mettre en jambe, disons, quel serait finalement votre diagnostic ? Quelles seraient vraiment les raisons qui font que nous avons cette impression que les choses ne vont pas bien? Catherine Barthélémy, pour commencer. Il existe un contraste, je dirais, majeur entre les progrès
la diffusion de la connaissance dans le domaine médical, y compris vers le grand public, et l'accessibilité à des soins, à une consultation sur le terrain, sur le territoire. Ce qui crée une frustration énorme et qui correspond aussi, dans certaines zones de notre pays, à une désertification, puisque les médecins, les jeunes médecins, décident de s'installer dans des endroits où, finalement, les besoins ne sont pas forcément les moins bien couverts, quoi. Donc, notamment, d'ailleurs, on peut en profiter pour dire, notamment dans votre région, puisque oui, vous êtes la le professeur région à centre. Tours, Centre-Val de Loire. La région Centre-Val de Loire est une région de France, on va dire, sinistrée de ce point de vue. Avec des centres et des périphéries, et avec un sentiment vraiment d'être mal pris en charge. Et c'est un sentiment qui vous paraît assez récent. En tout cas, vous savez, Odile nous dira ça, hein, les sondeurs nous diront ça. C'est le ressenti ou c'est une vraie réalité, selon vous? Alors, il y a les deux. La réalité, c'est que à la sortie des facs de médecine, maintenant, les praticiens décident de travailler autrement, moins longtemps, et puis dans la journée, dans la semaine. Et puis, il y a eu aussi une féminisation de la profession qui fait que, là aussi, les choix, la qualité est là, mais le temps consacré à la consultation et aux soins n'est plus le même. Donc, à la sortie des facs, on n'a plus le rapport en termes de ratio de futurs praticiens suffisant. Mais Pascal, Odile nous le dira, mais les Français sont satisfaits de la prise en charge. Je crois que c'est l'accès aux soins, et d'ailleurs l'HS a fait une enquête aussi, ils sont satisfaits de la prise en charge. Et donc il y a cette contradiction entre le sentiment que tout va mal, et puis qu'en fin de compte, face à son médecin, les Français sont assez... Odile nous le détaillera. Quel est votre diagnostic, vous, Lionel Collet? Vous avez fait une étude sur la certification des établissements, sur la qualité et sécurité des soins. Quel est votre diagnostic étiologique? Pourquoi on a le sentiment que ça va si mal et que ça va pas très bien non plus? Et alors, on peut aussi rappeler, excuse-moi, je te coupe, Philippe, on peut rappeler que Lionel Collet est un ophtalmo. Un otorino. Non, c'est pas très loin. C'est dans la même région. J'avais envie de dire que ça allait très mal en Mais ophtalmologie. vous savez que c'était la même en ORL, spécialité c'est pas il y a terrible. un peu plus de 60 ans. Bah, je merci de me rappelle. le rappeler. Merci de cette intervention, Pascal, tout à fait pertinente. Lionel, Qui a été utile pour le débat. Mais... Lionel, Non, alors, Collet. effectivement, merci d'avoir rappelé que la HAS mesure, comme on dit, la qualité à des fins d'amélioration. Et tous les patients qui passent dans des établissements, ensuite, sont interrogés sur leur satisfaction, ce qu'on appelle les enquêtes e-Satis. Et sur ces enquêtes e-Satis, nous avons analysé effectivement toute l'année dernière les données. Indiscutablement, la grande majorité des Français est très satisfaite de la qualité de la prise en charge. Donc c'est l'accès aux soins qui Mais pose problème. nous ne les non avons pas interrogés sur l'accès aux soins, ça ne faisait pas partie de... La difficulté, de toute évidence, elle porte sur l'accès aux soins et non pas là-dessus. Je voudrais revenir sur ce qu'a dit Catherine Barthélémy. Effectivement, la question, c'est la réduction du temps médical, qui combine à la fois les conséquences du numerus clausus que l'on sait, mais également du temps consacré, comme l'a dit Catherine Barthélémy, à la médecine. Et j'aurais une petite nuance par rapport à ce qui a été dit. Je ne crois pas que ce soit spécifique à la féminisation. Je crois que c'est beaucoup plus générationnel, c'est beaucoup plus culturel, et on conduit à une baisse qui n'avait pas été anticipée, parce que le calcul était sur le nombre, en pensant que les praticiens d'aujourd'hui allaient travailler autant d'heures que les praticiens d'hier ou d'avant-hier. Donc là, la question est là. Mais sur la qualité de la prise en charge, n'ayez aucun doute, le résultat est bon et même est stabilisé depuis quelques années. Est-ce que vous, Oui, mais tout de j'en même, profite, oui. est-ce que vous, pour me rattraper, est-ce que vous jugeriez qu'il y a là vraiment une sorte de... Allez, employons un terme fort, une faillite de la planification de ce que l'on a imaginé il y a 20 ans, 30 ans, et dont nous étions, enfin les uns et les autres, un peu responsables, parce que finalement, nous, comme des observateurs, mais... On ne va pas reprendre toute l'histoire du numerus clausus, qui, comme chacun sait, naît dans la foulée de mai 68, même si ce n'est pas directement en 68. Mais je crois que le fond du raisonnement, c'est que personne n'avait anticipé la diminution du temps de travail de chaque praticien. Et je crois que c'est cela qui n'a été prévu par personne. Alors, vous pouvez me dire, et si cela avait été prévu, il aurait fallu reconsidérer et recalculer un numerus clausus qui était tombé, rappelons-le, à près de 3500 par an. En 95. Il y a une trentaine d'années. Voilà.
Alors, Alain Fichet, à vous, quel est votre diagnostic? Votre carrière est riche, tant à l'hôpital que Monsieur Vaccin, pas simplement pour le Covid, mais aussi pour les vaccins chez les tout-petits. C'est grâce à vous, si je puis dire, que le vaccin a été rendu obligatoire, pour qu'il n'y ait plus de cette confusion entre facultatif et obligatoire. Quel est votre diagnostic sur cette situation quand même qui est un peu inquiétante? À la fois, on parlera de la recherche plus tard, mais sur ce sentiment qu'ont les Français que tout va mal dans la santé. Il y a comme les urgences, les hôpitaux. Quel est votre diagnostic étiologique? Moi, j'ai envie de dire que tout va pas si mal, après tout. Même si je ne nie évidemment pas ce qui vient d'être dit, que je partage totalement. Et puis on pourrait parler des difficultés de l'hôpital au niveau des urgences, mais aussi de l'accueil des patients d'une manière générale, avec des lits fermés en pagaille. L'hôpital où j'ai travaillé est tout près d'ici, à 20% environ de lits fermés, et c'est évidemment le cas de à peu près tous les hôpitaux de Paris et en région, peut-être un tout petit peu moins en région. Enfin bref, il y a un problème très sérieux là. Néanmoins, sur des indicateurs macro, très macro, espérance de vie en bonne santé, là, il y a eu un décrochage évident lié au Covid, mais un rattrapage ensuite, et une situation globale qui est plutôt satisfaisante avec les inégalités de santé qu'on connaît. Ça, c'est pas nouveau du tout en fonction de l'environnement socio-économique. Mais la France reste un pays où, mais ayant dit tout cela, un pays où il y a une médecine de grande qualité, une prévention de moindre qualité, parce que notre tradition, notre culture est vraiment... Et on a appris, je pense nous trois et bien d'autres, la médecine à travers la thérapeutique et beaucoup moins la prévention, et que la culture de prévention, je dirais, aussi bien des soignants que des soignés, est assez insuffisante en France. Donc là, je pense qu'il y a, de mon point de vue, un effort spécifique à faire. Surtout, on a d'autant plus qu'il y a des difficultés d'accès aux soins, on a aussi envie de renforcer la prévention. Ça me paraît d'une logique évidente. Et là, il y a, je prends de gros efforts à faire dans les études de médecine, mais aussi de tous les soignants, pharmaciens, infirmières, de les impliquer plus. Et aussi, probablement, je m'écarte un peu de ma zone de connaissance, mais par exemple, on a introduit dans la rémunération des médecins une petite participation liée à leurs actes de vaccination et d'autres actes de prévention. Personnellement, je serais partisan d'augmenter significativement cette part consacrée, forfaitaire, quoi. Oui, forfaitaire, c'est et d'incitation à la prévention. C'est ce qui se négocie à la convention médicale avec l'assurance maladie. Et dernier mot, j'y associerai, à mon avis, la nécessité de renforcer la formation médicale continue. Je dirais la formation continue de tous les soignants, notamment au niveau de la prévention, à condition que cette formation soit bien faite, c'est-à-dire totalement indépendante. Quand dans 20 ans, nous nous retrouverons, Alain Fischer, dans ce genre de débat, je vous demanderai si ça s'est amélioré sur la formation médicale continue. Ça fait longtemps qu'on en parle. Nous en parlons. Dites-moi, 20%, vous dites qu'à Necker, ici, Necker Enfants Malades, qui est un des plus prestigieux hôpitaux de la PHP, français, on pourrait dire, il y a 20% de lits qui ont été fermés faute de médecins. Ça non, pas de soignants. D'infirmières. Faute d'infirmières. Non, les médecins, ils sont là. C'est ce que nous avait dit Nicolas Revel quand l'avait invité. Oui, ces chiffres sont globaux. Il n'y a rien de spécifique à Necker, mais Necker reflète la situation générale, je voulais vous demander au moins de la région parisienne. Puisqu'ici, nous recevons des médecins. Et les médecins, quand même, ne fuient pas, sont bien là. Vous avez l'air de confirmer il leur arrive de fuir le système hospitalo-universitaire en raison des contraintes et puis aussi de l'attraction dans certains domaines du privé. Mais ça, c'est très dépendant des disciplines. Mais alors Pascal, justement, on a parlé du diagnostic. Vous dites c'est pas si grave que ça, mais enfin, on va dire quand même. C'est toujours le verre à moitié plein ou à moitié vide. Donc le diagnostic est quand même un peu inquiétant, quand même, dans le ressenti des médecins, puis dans la presse. Enfin, je veux dire, on n'arrête pas de parler des difficultés de l'hôpital, de l'accès aux soins, des médecins généralistes, etc. Donc, qu'est-ce que vous, d'entrée de jeu, quelles sont les grandes mesures, qu'est-ce qu'il faudrait faire quand même pour sortir de l'ornière? Un tour de table. Alors on va commencer par vous, Lionel Collet, si vous voulez. Juste deux chiffres, mais qui sont rappelés normalement par l'Académie de médecine, c'est qu'entre 2018 et 2021, plus de 130 médecins hospitalo-universitaires ont démissionné. Alors quand on dit médecins hospitalo-universitaires, ce sont des MCUPH ou des PUPH. 138. Et pas tous pour partir dans le privé. Certains avaient même fait le choix, à peu près un quart, de rester dans le public, mais dans des hôpitaux hors CHU. Et 3/4 sont partis effectivement à l'étranger, dans le privé, dans d'autres cas. Comment vous l'expliquez? Alors, c'est un problème d'attractivité. Alors écoutez, si vous demandez aux médecins, les médecins vont vous dire qu'il y a un poids administratif beaucoup trop lourd dans le fonctionnement hospitalier. Mais comme je ne suis plus dans le fonctionnement hospitalier de nos jours, moi je préfère que ceux qui y sont puissent en parler. Mais il semble que ce soit vraiment ceux qui reviennent.
on va être clair, il y a aussi une déconsidération de la position de médecin. Quand j'ai commencé mes études, certes, c'était au siècle dernier, le médecin était un notable, il ne l'est plus. Je veux dire, on est dans une situation où mais c'est pas spécifique aux médecins, c'est par rapport à toute autorité. Donc il y a une question d'attractivité, une question liée aux horaires de travail, et puis une question de considération indiscutable. Et on peut discuter aussi la question des revenus, mais on est dans un moment dans notre pays où le revenu des médecins peut paraître insuffisant aux médecins, mais le revenu peut ne pas être entendable par une partie de la population qui a un revenu beaucoup plus faible. Donc il faut véritablement trouver l'équilibre pour les maintenir à l'hôpital, et je pense qu'il y a parmi les points essentiels les conditions de travail, au sens l'outil de travail qu'est l'outil hospitalier. Mais il n'y a pas que l'hôpital, parce qu'en médecine de ville aussi, c'est ça, non, mais sur ce système de santé qu'on a l'impression qui s'affaisse, qui s'aggrave, ce qu'il faudrait faire, c'est l'attractivité pour les soignants, trouver mais alors pas que la rémunération, mais des conditions de travail. Qu'est-ce qui est le plus important pour sortir de situations difficiles? Vous savez, il se trouve que j'ai dirigé 15 ans au laboratoire de recherche CNRS, et un jour, un de mes meilleurs chercheurs, qui je souhaitais voir devenir effectivement mon successeur, me dit « je pars aux États-Unis ». Je lui ai dit, mais pourquoi est-ce que tu pars aux États-Unis? Je veux dire, tu as une carrière en or ici, tout est prévu. Il m'a dit, je pars aux États-Unis, il dit, pas tant pour le salaire, mais je pars pour la considération de la fonction de chercheur, donc comme considération de fonction de médecin, et je pars pour l'outil de travail, la facilité d'obtenir les équipements nouveaux. On était il y a 20 ans dans cette histoire. Je pense que c'est encore un raisonnement qu'on peut appliquer aujourd'hui par rapport aux médecins. Conditions de travail. Alors, Madame Barthélémy. Je pense qu'il y a une question de nombre, puisque la disponibilité de chaque praticien est quand même, je veux dire, réduite parce qu'il y a une surcharge de travail. Donc il est important que dans nos universités, nous formions plus de médecins. Mais c'est difficile parce que le numerus clausus a été modifié, on peut dire qu'il a été supprimé, mais les facultés rechignent certaines à en former plus. Et vous le dites, les étudiants, l'attractivité des métiers de la santé, l'attractivité baisse. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir plus de soignants? En termes d'attractivité, moi je pense que les étudiants on se sentent vraiment missionnés. Ils ont un sens du service public qui fait partie de la formation, et que cette adéquation entre leur engagement personnel et je dirais les moyens qui leur sont attribués pour exercer leur métier. Non, mais les étudiants en pharmacie, par exemple, on en manque, les postes ne sont pas pourvus. Bien sûr. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir plus d'étudiants, plus de soignants, pas simplement des médecins, pas simplement des pharmaciens, à votre avis? Il faut vraiment ouvrir les universités à une formation qui soit une formation en même temps, je dirais, à la santé, mais avec des filières qui soient dédiées à la médecine et qui soient en nombre et en quantité suffisante. Faut doubler, faut passer de 10 000 à 20 000 à votre avis? Aujourd'hui, donc, on a, pour que tout le monde nous comprenne bien, enfin, celles et ceux qui nous regardent, c'est un numerus apertus. On nous dit que plus 20% à peu près de jeunes professionnels de santé et médecins en particulier vont être formés. Est-ce que ça suffit? Vous avez dialogué souvent avec l'ancien président de la conférence des doyens. Qu'est-ce que vous... Vous dites non, Madame Barthélémy, si on comprend bien, vous dites non. Ça ne suffit pas. Il y a quelques parlementaires, d'ailleurs. Philippe Juvin qui veut doubler, que nous avons reçu passer à 20 000. Absolument. Absolument. Et il est important de considérer que dans notre pays, comme dans d'autres pays d'Europe d'ailleurs, on n'est pas les seuls à avoir ce problème. Il est important de former suffisamment d'acteurs de santé. Vous êtes tous de brillants hospitalo-universitaires. Et la question que l'on voit, c'est est-ce que ça ne va pas faire baisser le niveau? Moi, je suis sûr que certains profs pensent si on en fait rentrer trop, ça fait baisser le niveau. J'aimerais bien avoir votre avis, vous, madame. Non, je pense que le contenu de la formation est vraiment excellent. Oui, enfin, vous voyez bien l'actualité, hein, les passes LAS, les LAS, c'est moins bien que les passes. La réforme a complexifié, là aussi, l'accès à nos professions, avec un manque de lisibilité sur qu'est-ce que ça signifiait que de s'inscrire dans une université pour être formé à une profession, encore une fois, de santé. Je crois que le médecin, maintenant, fait partie d'un ensemble, et que c'est de la complémentarité de ces acteurs
que va sortir, on va dire, un soin qui soit Vous personnalisé. avez été un peu accroché, alors peut-être pas vous, je ne sais pas, à l'Académie de médecine par la députée Rist, qui n'est pas n'importe qui, hein, et qui a dit que finalement vous ne vouliez pas ouvrir, que les médecins restaient dans leur tour d'ivoire, dans leur château fort, et ne voulaient pas s'ouvrir notamment aux IPA, aux soignants. Qu'est-ce que vous leur avez... C'était hard comme critique, hein, Oui, qui a je été pense portée que- à l'Académie. Je pense que la critique est toujours intéressante à entendre. D'autant qu'elle est une de vos voisines, hein, c'est alors, Orléans, je crois. absolument. Mais ce qu'elle vous reprochait, quand même, c'est clair, c'est que vous vouliez toujours que le diagnostic soit fait par un médecin et que l'accès aux soins des paramédicaux, comme on dit, ou des soignants, l'accès direct pose des problèmes parce qu'il n'y a pas. Est-ce que c'est pas un peu corporatiste? C'est ça la question que vous posez, Stéphanie Rist. En rien, le corporatisme ne va permettre de sortir de cette impasse. La véritable stratégie est celle vraiment d'équipes qu'on appellera de praticiens qui ont des formations, vraiment là aussi, qui se mettent en synergie pour mieux vraiment non seulement poser le diagnostic, mais aussi intervenir de manière pertinente. Et la complémentarité n'est pas du tout la concurrence, au contraire. Chacun son rôle. Et vous n'êtes pas tout à fait d'accord pour l'accès direct à un infirmier, un kinésithérapeute qui va faire un diagnostic et des soins? Alors, le diagnostic, il est issu vraiment d'un examen dans lequel au cœur duquel chacun des spécialistes va apporter son savoir et son savoir-faire. D'accord. Alors, Alain Fischer, parce qu'on on a plein de sujets. oui. Alain Fischer, sur les moyens à mettre, est-ce que vous, pour sortir de cette difficulté, on est toujours sur les moyens à mettre, sur ce qu'il faudrait faire, est-ce que c'est avant tout la formation? Est-ce qu'il faut ouvrir largement le numerus clausus, et puis que ça soit plus attractif? Parce que tous les postes de pharmaciens, étudiants en pharmacie, ne sont pas pourvus. Et on en profite pour lui poser des questions sur la recherche. Alors attendez, d'abord là-dessus, chaque chose en son temps, Pascal. D'abord sur qu'est-ce qu'il faudrait faire, puis après c'est important en effet la recherche. Vous avez fait un rapport qui a été très lu et très Je pense que repéré. mes deux collègues ont dit l'essentiel. Hein. D'accord. Je suis favorable aussi à une ouverture assez large du numerus clausus, mais les effets seront observés dans 7 ans, 8 ans. Donc il faut l'accès direct aux soignants. Je n'en suis pas très léger. Je pense qu'il faut déléguer absolument beaucoup de tâches de prévention, de suivi de patients atteints de maladies chroniques. Et là, je pense que les médecins, les syndicats de médecins particuliers, sont un peu timides. D'accord. Je pense sur ce point. Il faut déléguer tout ce qu'on peut. Mais il y a un problème, on l'a évoqué aussi, pour les infirmiers. Et pour les infirmiers, il faut rendre les professions plus attractives. C'est particulièrement évident en Île-de-France, où il y a des difficultés de logement à proximité des centres hospitaliers. Donc, par exemple, je sais que par exemple, la PHP essaye de faire un effort pour loger ces infirmières, pour les retenir, mais c'est difficile. Je pense dans un monde idéal, je ne sais pas si c'est économiquement possible, il faudrait augmenter significativement le salaire des infirmiers et des infirmières, et aussi des aides-soignants, et en même temps faire en sorte que la vie hospitalière, pour ce qui est de l'activité hospitalière, soit plus simple pour elle. Moi, j'ai vécu au cours de ma vie hospitalière le délitement des équipes soignantes. Et je me souviens très très bien, quand j'étais jeune chef de service, il y avait un chef pratique, il y avait dans le service un cadre général, 4 cadres de soins. Aujourd'hui, ce service, qui est à peu près la même taille, n'a plus de cadre général et il y a 2 cadres de soins. Et les infirmières sont beaucoup moins encadrées. Il y avait à l'époque un sentiment d'appartenance à une équipe et avec une infirmière cadre référente qui facilitait le travail. Et il y a eu une réforme qui, à mon avis, n'a pas été positive. Suppression des services et création des... Non, on n'a pas supprimé les services. Enfin, amoindrissement et création des départements, c'est ça? Oui, non, ça ne me dérange pas du tout. Mais on a créé des cadres transversaux à la place des cadres de soins. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des activités transversales utiles, c'est évident. Mais on a affaibli les équipes de soins et je pense que les infirmières travaillent dans des conditions où, au minimum, elles ressentent de l'insécurité, et parfois peut-être qu'elle est réelle. Et qu'à mon avis, il faudrait revenir en arrière sur ce point. Alors Pascal, faciliter leur vie professionnelle. Pascal, les liens innovation. Absolument, mais cela étant, parfois les infirmières trouvaient que les cadres étaient quand même très, très durs. Pascal, très encadrantes. Pascal, un temps. Oui, j'ai une seconde, je voulais voir. Il faut qu'on avance sur innovation et recherche. Tout arrive, mais globalement, je pense qu'elles y trouvaient un cadre, si je puis dire, de travail en sécurité et de formation progressive, et que c'était
une bonne pratique. Alors on avait Lionel le sentier, Collet, Pascal, Lionel Collet voulait intervenir sur ce point. Ouais, non, mais sur les 2 points. Un numerus apertus, vous avez raison. Beaucoup de gens pensaient qu'il n'y avait plus de numerus clausus, alors qu'il y a toujours une régulation prévue par les textes. Je rappelle que les objectifs quantifiés, c'est un avis conforme entre l'université pour la capacité d'accueil et le DG d'ARS pour les besoins du territoire. Et effectivement, on est passé à peu près de 8 000, comme vous l'avez rappelé, par an, à un peu plus de 10 000 aujourd'hui. On peut se demander s'il ne faudrait pas qu'au niveau national, il y ait un minimum imposé, et non pas un maximum comme c'était prévu avec le numerus clausus, et afin de dire que si on veut que les moyens soient distribués aux établissements, il faut qu'il y ait un minimum formé, ce qui amène une réflexion sur les lieux de stage, à partir de ce moment-là, savoir s'ils sont qu'hospitaliers, hospitalo-universitaires ou non. Ça c'est le premier point. Sur le plan des cadres, par rapport à ce qu'a dit Alain Fischer, auquel je souscris alors vraiment totalement, je pense qu'il y a eu un autre élément, mais on peut ne pas le partager. Dès lors qu'il a été décidé que les cadres de santé n'étaient plus professionnels de santé, mais étaient du côté purement administratif. Le cadre de santé aujourd'hui n'est pas soumis, par exemple, à la certification périodique des professionnels de santé. Or, le souvenir que nous avons, et je pense que Alain Fischer, Catherine Barthélémy et moi, c'est d'avoir vu les cadres pratiquer, qui étaient infirmiers, pratiquer comme besoin était, des examens, des explorations, des prises de sang et tout. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a déconnecté la pratique du cadre de la réalité du fonctionnement. C'est comme si un chef de service hospitalier n'avait plus aucune activité de soins dans son service. Mais depuis quand ça, que les cadres sont plus des soignants et sauf des erreur, administratifs? c'est la loi HPST. D'accord. Sauf Ok. erreur. Je partage totalement. Donc pour vous, c'est une erreur. Oui. avec- Nous demanderons des précisions à Gérard Vincent qui est dans la salle et qui nous écoute. Non, mais c'est important. nous Non, mais préciser non, mais c'est dedans. important. Un temps sur innovation et recherche, Oui, non, mais assez rapidement. Là aussi, c'est une impression que nous avons eue à vous lire notamment, c'est que la recherche en France, et ça c'est un peu déprimant, les Français, mais les médecins aussi, les soignants, etc., se sont rendus compte que on pensait que nous avions la plus belle recherche du monde, et en fait c'est un peu foutu. Et donc, voilà, non mais votre avis en tant que président, alors est-ce que ça va mieux d'ailleurs, d'abord, maintenant, depuis que vous êtes président de l'Académie des sciences, ça va mieux? Alors, nous avons la plus belle recherche du monde en mathématiques. Mais c'est loin de la préoccupation. Là, on Ouais, a vraiment de très grands parlons de la mathématiciens. médecine. Mais dans le domaine des sciences et de la vie de la médecine, la situation n'est pas très glorieuse. Elle n'est pas catastrophique non plus. Il faut nuancer. Mais elle ne va pas très très bien. Et à vrai dire, malheureusement, l'actualité ne va pas dans le bon sens, puisqu'on a appris il y a 15 jours à peu près Oui. qu'il y avait des réductions budgétaires globales du budget de la nation. Mais un des 2 secteurs les plus touchés, c'est la recherche, qui a perdu 900 millions d'euros, 3% Voilà, de son budget. Voilà, sur C'est 10 pas- milliards, il y en a 10% qui concernent la recherche. Ouais, Oui. 9%. Mais c'est pas un bon signal. Alors, il y avait eu, et c'était une source d'espoir, un très beau discours du président de la République début décembre, annonçant un mouvement et une forme de feuille de route pour faciliter l'accès à la recherche, rendre les métiers de la recherche plus attractifs, diminuer là aussi les tâches administratives, fluidifier, ce qui était vraiment encourageant et donnait envie d'y travailler. Mais je dois dire que là, ce contre-coup, il est un peu dur, sachant qu'on part d'une situation aujourd'hui, par exemple, si on se compare à l'Allemagne, où le financement de la recherche est très significativement inférieur, à la fois d'ailleurs public et privé. C'est même pire pour la recherche privée. Et des salaires des chercheurs, des universitaires, qui sont en moyenne, en France, 25% inférieurs à ceux de l'OCDE. Donc dans l'espèce de marché mondial, parce que la recherche est un marché mondial où il y a une concurrence vive, la France n'a pas les meilleurs atouts, parce que les salaires sont un peu en dessous, et que, Lionel Collet l'a évoqué pour le chercheur qui a travaillé avec lui, et parfois il y a des endroits où la recherche est plus attractive, parce que les conditions de travail, les accès aux équipements absolument indispensables et qui coûtent très très cher, sont meilleurs. Mais il y a quand même des bons centres de recherche en France. Je ne veux pas non plus dire que tout est catastrophique. Voilà, mais dans votre on livre, n'est pas dans la meilleure forme. Voilà, dans votre livre, vous le décrivez bien, ces difficultés de la recherche en France, relativement par rapport aux autres pays qui vont plus vite que nous. Un petit mot sur la recherche, Madame Barthélémy. Est-ce que l'Académie nationale de médecine, c'est un temps fort pour elle, la recherche? Vous faites des travaux sur la drépanocytose, etc. prochainement. Bien sûr. Vous l'avez revu, le président de la République, les uns et les autres, pour lui dire attention à la recherche? Ouais, on lui écrit cet après-midi pour lui dire. Bon. Alors, Madame Barthélémy. Et Lionel Collet, vous l'avez vu, le président de la République? Je ne parle pas de recherche de vraie fonction, mais je ne l'ai pas vu. Alors, Madame Collet, est-ce que la recherche française... Madame Barthélémy. Quand je fais une blague, en général, il la fait juste après. Je pense que nous avons d'excellents chercheurs, d'excellentes équipes.
dans un pays qui a une tradition de recherche médicale, qui a une force interne pour créer, former des chercheurs. Maintenant, c'est vrai que l'attractivité de on va dire de la mission, et puis les salaires des chercheurs et surtout les financements sont tellement difficiles à obtenir que nos doctorants, nos postdoctorants filent dans des équipes où ils vont avoir les moyens de réaliser la recherche. Donc il y a une fuite de nos jeunes chercheurs qui sont vraiment des candidats excellents pour diriger des équipes, mais qui n'ont pas les financements qui sont à la hauteur de leurs attentes. Alors, on voulait parler maintenant de qualité des soins et d'amélioration des pratiques professionnelles. Vous dites, les Français considèrent que la qualité des soins, c'est correct, les prises en charge sont correctes, mais il s'avère que dans vos travaux, la HAS, dans la certification en particulier des établissements, c'est pas toujours aussi bien que ça. Et puis, dans l'atlas de l'IRDES sur la variation des pratiques médicales, on s'aperçoit qu'il y a d'énormes variations. Parfois, il n'y a pas assez d'activité. Parfois, il y en a trop. Alors, sur la qualité des soins, c'est quand même le nerf de la guerre, c'est le plus important. Et l'amélioration des pratiques professionnelles et le problème de la certification périodique dont vous êtes occupé à un certain moment, est-ce qu'il ne faudrait pas sacrément augmenter les choses? Quel est votre point de vue? Qu'est-ce qu'il faudrait faire sur la qualité des soins? Pascal va poser une question qui n'a rien à voir. J'en profite pour dire à Lionel Collet sur la qualité des soins, pour être concret et pas techno, à Aix-en-Provence, il y a quelques jours, il y a une femme de 85 ans que l'on retrouve dans les poubelles de l'hôpital. Dans un container. Dans un container. Alors, qualité des soins. Un petit tour de table, monsieur Lionel. On va commencer par vous. Alors, vous l'avez rappelé, les établissements de santé en France sont soumis à certification. Bien, c'est-à-dire que chaque établissement, une fois tous les 4 ans, est expertisé et en termes de qualité des soins et de sécurité des soins. Juste pour donner quelques chiffres, à peu près 2500 établissements de santé en France, et c'est la HAS qui a cette mission de certification. Avec le nouveau référentiel de la HAS, nous avons maintenant pu analyser un peu plus de la moitié des 2500 établissements. Donc on a quand même un recul. Globalement, plus de 80%, pour être précis, 84% des établissements français sont certifiés. Mais 22% seulement au top. Un peu moins. Ah, au top, oui, vous avez raison, au top un peu moins. Mais je vais regarder l'autre côté, malheureusement. Ça veut dire qu'il y en a 16% qui ne sont pas certifiés. Et là-dedans, vous avez 2 groupes. Vous avez ceux qui ne sont pas certifiés. C'est 3% des établissements. Et comme j'aime à le dire, c'est à la fois peu, mais ce chiffre n'a jamais été aussi élevé. Et il est croissant. Donc là, nous avons des raisons, effectivement, de nous inquiéter. Et ensuite, il y a à peu près 13% des établissements qui sont ce qu'on appelle certifiés sous condition. Certifiés sous condition, cela signifie qu'ils ont une année, soit pour devenir certifiés, soit pour devenir non certifiés. Et donc, on peut s'inquiéter, quand on raisonne à 1 an maintenant ou à 2 ans, sur le risque de croissance du nombre d'établissements non certifiés en France, qui peut dépasser les 5%, 6%, et ça ne paraîtrait pas incohérent. Donc là, il y a un sujet d'inquiétude, réellement. Et alors, autre sujet d'inquiétude, c'est vous faites des recommandations, énormément de recommandations, l'Académie aussi, les académies aussi, et on s'aperçoit, si on en croit le directeur général de l'assurance maladie, Thomas Fantôme, que ces recommandations sont bien souvent pas très suivies. Alors, il y a plein de raisons pour expliquer ça, mais est-ce que, quand même, sur les recommandations, c'est pas une sorte d'échec ou de difficulté? En disant, les Français, malheureusement, parce que je crois que la certification, le principe est excellent, mais les Français ne regardent pas avant d'aller dans un hôpital si leur hôpital est certifié par l'HAS. Ils préfèrent regarder nos confrères de journalistes qui les qualifient. Qui vont reprendre leur classement d'ailleurs. Et autre question, peut-être un peu plus encore précise, qu'est-ce qu'on fait d'un hôpital qui n'est pas recommandé? Alors attendez, oui, parce que l'hôpital, question importante, c'est l'ARS qui doit intervenir, mais après sur les recommandations de tous les soignants alors. Rapidement pour l'hôpital, la HAS n'a pas de pouvoir de sanction, n'a pas de pouvoir de police. Nous informons le directeur général de l'ARS qui doit prendre toutes les dispositions. Mais c'est à ce niveau-là. Il le fait L'expérience nous montre, dans un certain nombre de cas, qu'il le fait vraiment clairement, de différentes façons, réorganisation, rapprochement avec un hôpital de plus grande taille à proximité, pour être aidé le temps, je veux dire, de l'amélioration. Heureusement, il y a des mesures. Et les élus locaux sont quand même très clairement sensibilisés par ces dossiers et sont à la manœuvre. Donc là, il n'y a pas d'interrogation. Les recommandations. Alors, la question des recos. Les recommandations, nous sommes dans un pays où je rappelle qu'elles ne sont pas opposables. C'est-à-dire que ce que nous fournissons comme recommandation, il n'y a aucun texte qui impose que ce doit être fait ainsi. Néanmoins, dès lors qu'il y a un contentieux, le juge va aller voir quand même les recommandations de bonne pratique, ce qui est quand même la moindre des choses. Mais c'est une des pièces du dossier.
Ce n'est pas plus qu'une pièce du dossier. Il faut vraiment avoir à l'esprit cet aspect-là. Il faudrait qu'elle soit opposable, alors. Alors, dans le domaine social, médico-social, puisque vous avez rappelé que la HAS, il y a une demande d'un certain nombre d'associations pour que dans ce domaine-là, des recommandations deviennent opposables. Je pense notamment dans le domaine de l'autisme, où il y a des demandes venant effectivement d'associations pour qu'il y ait des recommandations opposables. Mais ça, ce n'est pas nous qui en décidons. Je voudrais dire qu'il y a un deuxième point, puisqu'on évoque l'assurance maladie. Si on veut véritablement que ces recommandations se mettent en œuvre, et c'est le même esprit que ce que disait Alain Fischer sur la prévention, il faut aussi qu'il y ait d'une manière ou d'une autre une obligation de les mettre en œuvre sous la forme d'un intéressement, sous la forme effectivement d'un financement sur l'activité, sur la pertinence des actes. Mais là, c'est du côté de l'assurance maladie. D'accord. Alors, Catherine Barthélémy, est-ce que les recommandations dans tous vos travaux, parce que vous publiez plein de recommandations, vous, alors, est-ce qu'elles sont suivies ou est-ce que c'est un peu de côté sur jambe de bois, un coup d'épée dans l'eau? Alors, le suivi des recommandations, ça fait partie des chantiers de l'Académie, parce que c'est vrai qu'on a bien la notion que nos réflexions et nos propositions de recommandations parviennent, bien sûr. Maintenant, est-ce qu'il y a des modifications en termes de décision? Ça fait partie là aussi de nos projets. Moi, je vais revenir ça reste un projet, c'est important. Oui, tout à fait. Comment mesurer l'application des recommandations? C'est quand même assez... Justement, la mesure va consister à examiner et à mesurer, là aussi, évaluer quel a été l'impact au niveau, par exemple, de l'intégration de nos recommandations dans les décisions, au niveau des assemblées, au niveau du gouvernement et au niveau aussi des politiques publiques. On ne comprend pas très bien. Alors que l'Académie de médecine ou l'Académie des sciences fasse des recommandations parce que vous êtes des sages, des grands médecins, mais enfin vous n'êtes pas directement opérationnel. La haute autorité de santé, c'est là où il y a une incompréhension. On se dit la haute autorité de santé, c'est la haute autorité de santé. C'est-à-dire que si ça ne va pas, elle devrait prendre une mesure ferme. Alors il faudrait un pouvoir de police. Absolument. Absolument. Voilà, on est comme M. Macron, on vous demande votre avis. Donc voilà, dites-moi, est-ce que, franchement, quand il y a un hôpital qui dysfonctionne, comment se fait-il que ou une recommandation qui n'est pas appliquée et que ça se voit très clairement? Lionel Collet. Là, on va être très clair, parce que vous avez rappelé l'historique de la Haute Autorité de Santé. Elle a été créée comme une structure d'expertise de la qualité du système de santé. Et comme vous l'avez rappelé, c'était à des fins scientifiques. Elle est à caractère scientifique. C'est la seule autorité indépendante avec ces termes, je veux dire, justement, à caractère scientifique. Dans le cadre de la loi sur l'assurance maladie, c'est intéressant. Oui, mais parce que ça voulait dire que l'arrière-pensée était quand même à des fins de régulation et donc de remboursement. En gros, qu'on s'assure de la qualité des actes, de la qualité des soins, avant qu'elle soit prise en charge par la solidarité nationale. Elle était là, la question. Elle le demeure totalement. L'histoire du pouvoir de sanction que vous souhaitez, il n'y a que 8 autorités publiques indépendantes en France. Et la HAS est la seule en santé, il ne faut jamais l'oublier. Effectivement, d'autres API ont un pouvoir de sanction. Bon, il se trouve que la HAS ne l'a pas. Mais elle ne l'a pas volontairement dès le départ, puisqu'on a voulu en faire une autorité d'expertise. J'insiste beaucoup là-dessus. D'expertise qui émet des avis. Alors, il y a des domaines où elle décide. La certification des établissements. Mais la décision, il revient ensuite aux politiques de décider ce qu'ils ont fait. Mais ce n'est pas à nous à le suivre. On informe. Alain Fischer, on y reviendra sur la gestion de la crise. Alain Fischer sur la qualité des soins, l'amélioration des pratiques. 2 mots avant qu'on passe la parole à Odile Peixoto sur le sentiment des Français. Je n'ai pas d'expertise particulière là-dessus. C'est pas non plus sur la vaccination, voilà. On va en parler tout à l'heure de la vaccination. Écoutez, avancez, pas de problème. On va écouter Odile Peixoto sur ce que pensent les Français. Alors, on va démarrer par un résultat qui n'est pas fameux. Depuis maintenant 1 an, on a notre cote de confiance du gouvernement en matière de santé qui est au plus bas. Il y a 24% d'opinion favorable. Donc on est quand même face à une situation, et le fait que ça ne bouge pas du tout, avec 1/4 seulement des Français favorables, c'est quand même un triste record. La perception, alors sur la recherche, elle est en demi-teinte. À la fois, les Français ont l'impression en majorité que la recherche française médicale est plutôt performante. On a 68% de gens qui sont d'accord avec ça. Ça fait quand même un tiers qui dit que non. Donc peut-être le sentiment de décrochage est déjà un petit peu perçu.
Et notamment, ils sont tout à fait d'accord avec le fait qu'il n'y a pas assez de financement. C'est-à-dire que la France n'investit pas suffisamment. 65% des Français le pensent. Est-ce que les Français ont suffisamment accès aux innovations? 60% des Français disent que non. Et notamment, d'ailleurs, c'est les femmes et les personnes les plus âgées qui sont les plus négatives dans leur perception. Et en termes de gestion, est-ce que le système de santé français est-il bien géré? Et là, c'est pareil, on a 67% des Français qui disent plutôt non. Donc on a quand même une situation de départ qui est quand même, et notamment la recherche, qui est quand même un petit peu mal en point. Sur le terrain, alors effectivement, comme vous le disiez tout à l'heure, il y a un niveau de satisfaction par rapport à la prise en charge par les professionnels de santé qui est quand même très positif, puisqu'on a les infirmières notamment, 89% de satisfaction. Le médecin généraliste et le spécialiste ont les taux les plus faibles avec 83, 84, ça reste quand même très bien, mais on peut se dire, et notamment, vous voyez, c'est les femmes qui sont les plus sévères, pratiquement 2 femmes sur 10 ne sont pas satisfaites de leur prise en charge par le médecin généraliste et le médecin spécialiste. Et je voudrais aborder le sujet quand même de l'écoute, du temps d'écoute. Vous l'avez complètement dit, il n'y a pas assez de temps d'écoute par rapport à une crise sociétale qui se déverse dans le cabinet du médecin. La prévention, c'est aussi une prise en charge globale, physique, mentale, etc. Et là, il y a vraiment un sujet à adresser qui est important. En matière d'information, c'est très important parce que vous parliez de décharger les professionnels de santé. Aujourd'hui, quand les Français ont un problème, à qui ils demandent en tout premier lieu? C'est aux médecins généralistes. Donc, ce besoin-là, qui pourrait être adressé peut-être, ou en tout cas, il pourrait y avoir plus de relais, aujourd'hui, c'est le médecin qui prend ce rôle en plus de tout le reste du soin, etc. 74% des Français, quand ils ont un problème de santé, ils vont d'abord, ils consultent le médecin. Après, il y a une multiplicité des sources. Parce qu'on n'a que 69% des Français qui s'estiment bien informés en matière de santé. Vous avez 31% qui s'estiment mal informés. Donc, ils cherchent d'autres sources. Internet est là avec 45% de Français qui vont regarder sur Internet. En gros, ils consultent, quand ils ont un problème, 1,7 sources diverses et variées. Et notamment les jeunes, effectivement, vont beaucoup sur Internet. On a quand même 23% des Français qui se sont automédiqués au cours des 3 dernières années suite à une information sur Internet sans avoir consulté leur médecin. Parce que justement le temps médecin est compliqué à avoir, quand ils ont un problème et qu'ils sont face au mur, ils font avec ce qu'ils ont. Donc ils suivent effectivement des recommandations. Et on a, et ça c'est le résultat le plus marquant, je trouve, de ce sondage, on a quand même 44%, c'est-à-dire presque un Français sur 2, qui est intéressé par des informations qui vont provenir de sources non officielles. Donc, oui, Odile, mais c'est les sites Internet institutionnels qui sont consultés en priorité dans le sondage, quand même. Alors, par rapport aux autres sites, l'HAS, assurance maladie, tout ça. Oui, absolument. Mais donc c'est un peu difficile d'interpréter. On a quand même 44% des Français qui sont intéressés par ces sources non officielles. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas aller voir les sources officielles, mais ça veut dire qu'ils sont... Il n'y a pas assez de temps médical. Quand ils ont besoin d'infos, ils ont le réflexe d'appeler le médecin, qui n'est pas forcément disponible. Donc ils vont se retrouver dans une situation peut-être parfois un peu angoissante, un peu de questionnement. Et ils peuvent très très vite, aujourd'hui en tout cas, grâce à Internet, accéder aux marchands du temple. Dévier. On le voit, 23% qui achètent un truc sans en parler au médecin, avec peut-être des choses qui sont très positives et des choses qui le sont moins. Et là où c'est le plus problématique, je trouve, c'est qu'on a ce réflexe-là d'accéder aux sources non officielles et d'aller chercher l'info sur les sources non officielles plutôt de la part des 18-34 ans. C'est-à-dire que la jeune génération n'a pas le recul de vie, n'a pas l'expérience, ils ont un problème, Internet, en 2 clics, c'est fait.
Voilà. D'accord, merci. Donc, voilà. Merci Odile. Est-ce qu'il y a des réactions? On voudrait aborder deux thèmes encore avec Pascal. C'est les vaccinations, parce que tous les trois vous vous intéressez aux vaccinations. Alors la vaccination, ça marche pas terrible en ce moment sur le papillomavirus, sur le Covid, mais il n'y a plus de Covid, alors on n'est pas trop inquiet. Sur la grippe, c'est moins bien que l'année dernière. Alors, et puis la santé mentale, assez rapidement. Qu'est-ce qui veut intervenir sur la vaccination? Madame Barthélémy, vous voulez que les vieux se vaccinent plus, et puis vous voulez que le papillomavirus aille jusqu'à 26 ans. Alors, très rapidement, parce qu'on arrive un peu au terme, on n'a plus que 10 minutes, tous les trois, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que le sujet est hyper complexe, que la vaccination marche mieux, tant chez les professionnels de santé que chez les Français? Il y a une question d'information du public sur qu'est-ce que c'est que la vaccination, qu'est-ce que c'est que la prévention, et donc pour le pourquoi et le comment on s'y prend. Je crois que l'information, on voit bien que nos concitoyens se posent des questions sur le bienfait de la vaccination ou non. Donc, il y a une communication avec nos concitoyens qui est d'importance majeure. Parce que sinon, la communication ou l'information va être puisée dans des sources qui sont non validées. Mais manifestement, aujourd'hui, ça ne marche pas, la communication. Alain Fischer, vous êtes quand même depuis longtemps, de par votre spécialité d'immunité, sur l'immunologie, la vaccination des tout-petits, la vaccination Covid, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que ça marche mieux? Il n'y a pas de recette miracle, mais quel est votre sentiment? Il y a un collègue aussi à l'HAS, il y a la vaccination. Le papillomavirus, pour seulement compléter, Valtou a dit, le ministre de la Santé, 11 000, oui. qu'effectivement, c'était quand même une petite forme de déception dans la première vague de vaccination insuffisante. Absolument. Ouais, deux remarques. En situation de crise, je pense au Covid, globalement, la vaccination a fonctionné, avec des aides type passe sanitaire, etc. Oui, c'était un peu. Est-ce qu'il faut juste. C'est intéressant quand même. Ça fonctionne quand il y a. Pour les nourrissons, il y a une obligation vaccinale, ça fonctionne très très bien. Donc l'obligation ou l'obligation partielle, le passe sanitaire, sont des outils. C'est pas le premier. Le premier, c'est l'information loyale, claire, etc. Mais l'obligation, c'est intéressant pour vous. Ouais. Bah, c'est pas si récent que ça, parce que les premiers vaccins obligatoires, ça date de début. Mais c'est important, je veux dire, oui. Voilà. L'HPV, c'est malheureusement un très bon cas d'école, parce que c'est le cas de le dire d'ailleurs, mais ça fonctionne pas bien, alors qu'on sait tous, aujourd'hui, il me semble-t-il que cette vaccination est absolument critique. 6 000 cas de cancer liés à HPV chaque année en France, etc., etc. Il y a eu un effort fait cette année de proposer une vaccination gratuite à l'école, ce qui était bien, sauf que ça n'a pas été accompagné, de mon point de vue, d'un mouvement d'information, de communication auprès des familles, avec l'aide des enseignants, mais ils y sont un peu réticents. Mais en tous les cas, promouvoir, mais beaucoup plus fortement, la vaccination. Pourquoi les enseignants sont réticents ? Parce qu'ils considèrent, comme ça a été dit par madame, c'est que ce n'est pas leur boulot. Je pense que ce n'est pas tout à fait juste, parce que la vaccination, ça fait partie de l'éducation à la santé. Et dans les écoles privées, c'était plus... partie de l'éducation tout court. Dans les écoles privées, c'était plus difficile que dans les écoles publiques. Eux, ils ont carrément dit non. On n'ouvre pas le sujet sur l'école privée. Si, il faut l'évoquer. Malheureusement, Pascal. L'école privée a dit non parce qu'il y a eu un accident et pour un jeune, mais qui s'explique et qui n'a rien à voir directement avec la vaccination. Oui. Et c'est un problème. Trop facilement, il y a des réticences qui s'expriment. Donc il y a un immense travail d'information. D'abord, de formation, j'y reviens, des soignants. Parce que il faut que les soignants soient à l'aise et les outils intellectuels et les connaissances pour pouvoir expliquer aux familles, et c'est légitime que les gens posent des questions. Il faut que les soignants, et c'est pas que les médecins, parce que la vaccination, ça doit être tous azimuts, c'est médecins, pharmaciens, infirmiers, tout le monde. Il faut impliquer sages-femmes, etc., etc. Il faut impliquer massivement les professionnels de santé. Le Covid a montré que c'était parfaitement faisable. Mais il faut qu'ils soient bien formés, et ensuite que l'information circule convenablement, qu'on puisse combattre les fake news qui sont malheureusement très importantes dans ce domaine, et avec un appui du gouvernement en termes de campagne d'information très très fort. Ça avait été bien fait au moment de la mise en place de l'obligation vaccinale des nourrissons. Il y a eu une excellente campagne. Et un très bon soutien des professionnels de santé pour l'HPV, ça n'a pas été le cas. Je pense qu'il faut le faire. D'accord. Alors, Lionel Collet, peut-être sur la vaccination, parce que c'est une des missions fortes de la chaise, la vaccination. Et j'ai toujours posé la question à Lionel Collet quand il est arrivé à la Haute Autorité de Santé. Pourquoi, à un moment, la Haute Autorité de Santé n'a pas dit « ça suffit les fake news »
Moi, je pense que c'était vraiment pas faisable. Enfin, parce que franchement, les Français vous ont attendu, en tout cas. Alors, sur les vaccinations, oui. Alors, il me serait facile de répondre, je n'étais pas là à ce moment-là. Mais en réalité, c'est un autre débat. Mais c'est un autre débat, celui de la désinformation, des fake news. Le fait de s'appeler haute autorité fait qu'il y a déjà des personnes qui vont s'opposer à ce qui va sortir de la haute autorité. Il ne faut jamais l'oublier. Mais il n'empêche qu'on a des positions. Alors, je reviens quand même sur les recommandations. Autorité, on va mettre alors. Non, c'est le mot autorité qui est bloquant, pour certains, mais qu'il faut conserver absolument à mon sens. Mais restons sur la question. Effectivement, c'est une des missions de la HAS d'élaborer les recommandations vaccinales. Alors, on passe sur la période Covid, qui est une période très particulière, mais elle a déjà... Dès avant, et si je prends 2019, il y a eu beaucoup de recommandations vaccinales. 2024, c'est une année où nous produisons beaucoup de recommandations vaccinales. Je peux vous dire, et ce n'est pas du tout un scoop ou du teasing, dans les jours qui viennent, je dis bien les jours, vous connaîtrez la recommandation vaccinale contre les infections à méningocoque chez le nourrisson et chez l'adolescent. Par rapport aux personnes seniors, aux personnes âgées, en lien avec la position de l'Académie de médecine, nous nous sommes prononcés il y a une semaine sur la vaccination contre le zona, pour dire que nous recommandions la vaccination contre le zona pour toutes les personnes de plus de 65 ans. Oui, mais Lionel connaît les recommandations, ça ne marche pas. Non, mais attends, là, on est en plus chez la personne de plus de 65 ans. Oui, qu'importe. Oui, mais on est un des rares pays à avoir autant d'obligations. Je me retourne vers Alain Fischer, parce qu'on a constaté que seule l'obligation était efficace, réellement efficace. Malheureusement efficace en France. Il y a des pays qui n'ont pas besoin de l'autre côté de la Manche d'obligations pour avoir un bon taux de vaccination. Bon, il y a une réalité dans notre pays. Pays de Pasteur, en plus on n'est pas loin, je veux dire, ça paraît quand même assez hallucinant. Ce que je voulais quand même vous dire, c'est qu'avant la fin de l'année, vous aurez les recommandations pour la personne âgée, je viens de vous dire de zona, sur la bronchiolite VRS adulte, et nous allons commencer les travaux sur le pneumocoque, vaccination contre le pneumocoque personne âgée. Vous aurez avant l'été la vaccination VRS femme enceinte. Est-ce qu'il faut le faire ou ne pas le faire? Nous sommes là-dessus. Ce que je veux dire, c'est que nous sommes présents. Et ensuite, c'est au pouvoir politique, au pouvoir vraiment décisionnel de décider de ce qui choisissent ce qu'ils mettent en œuvre et comment. D'accord. Alors, avant de passer la parole à Renaud Degas, un mot chacun. On ne peut pas ne pas parler de la santé mentale. Est-ce que c'est grave, docteur? Qu'est-ce qu'il faudrait là aussi? Est-ce qu'il n'y a pas une prise de conscience, des mesures à prendre? Et après, le contrepoint de Renaud Degas. Très rapidement. Alors, Alain Fischer, Madame Barthélémy. Moi, je pense que en deux mots, bien sûr. La définition de la santé mentale, en tout cas, est très large. Il y a des maladies psychiatriques qui sont vraiment très invalidantes et qui se déclarent, je dirais, de plus en plus tôt. C'est-à-dire que l'adolescence, l'enfance sont des périodes de vie où actuellement il y a vraiment un décrochage de notre jeunesse qui est lié à des facteurs multiples, bien entendu endogènes, mais c'est-à-dire une disposition, je dirais, personnelle, une fragilité et exogène, exogène, environnement, avec le Covid, on l'a vu. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Alors qu'est-ce que propose l'Académie? La crise qu'on a traversée, la crise Covid, a été vraiment un facteur qui a contribué à déclencher Alors, des syndromes. qu'est-ce que propose l'Académie? Alors, là aussi, c'est la prévention. La prévention, c'est-à-dire que... Mais comment l'organiser, la prévention, madame? Une éducation à la santé. Une éducation à la santé. Ces chapitres ne sont pas du tout abordés dans les manuels. On n'explique pas comment un organisme, le stress, les addictions, le fait de ne pas dormir sont des facteurs de risque pour notre jeunesse à entrer dans la maladie mentale. Donc c'est à l'école, la formation À l'école. Renaud Degas, alors on a un temps, le contrepoint de Renaud Degas. Oui, merci. Je voudrais revenir surtout sur la première grande partie de l'entretien. Soignants, chercheurs, vous avez parfaitement évoqué les problèmes d'attractivité, conditions de travail, considération, salaire. Vous avez aussi décrit les incohérences, je dirais les ruptures de trajectoire des politiques publiques. Il y a un sentiment qui se dégage de vos analyses, mais aussi de toutes les analyses qui sont faites depuis des années, des commentaires, des solutions proposées, que nous avons du mal à proposer en fait une vision au-delà des analyses techniques très ponctuelles, une vision d'avenir des métiers et de la place des différents acteurs de la santé et de la recherche, comme si nous étions incapables aujourd'hui
de dépasser les sujets d'expertise. Et est-ce que il manque de souffle, visiblement, pour donner une perspective. Je pense aux médecins. On dit oui, ils sont plus notables, effectivement. Ils ont l'impression de décrocher au point de vue du niveau de considération sociale. Pour l'instant, on en est au constat. J'ai l'impression, et les négociations en cours le montrent aussi, que un des points de blocage, c'est qu'ils ne voient pas leur avenir. Ils ne voient pas quelle place et comment ils vont agir demain. Est-ce que vous pensez que chacun dans votre rôle, dans vos hautes autorités, académies, vous avez aussi, en plus de l'expertise que vous déployez, aussi à alimenter une vision d'avenir pour un système qui manque de souffle aujourd'hui? Alors ça sera une belle conclusion. Quelle vision, justement, pour remettre un peu d'attractivité, de moteur dans le système? Qui commence à un tour de table? Et on terminera par là. Et on terminera par là, oui. Alors Lionel, c'est vous qui prenez le micro. Je vais aller assez vite. À mon avis, ce qui manque dans le pays, c'est réponse très indirecte. Et je vais vous dire sur quoi. Il se trouve qu'en 2016, on m'avait confié la coordination du Conseil stratégique des industries de santé. Et j'ai commencé par chercher est-ce qu'il y avait un outil d'analyse prospective dans le domaine de la santé en France. Et j'ai découvert qu'il n'y en avait pas. Et on n'en a toujours pas. Voilà un domaine dans lequel nous n'avons pas d'outils, et les pouvoirs publics n'ont pas un outil pour analyser la prospective dans la santé. Or, l'élément fondamental, selon moi, c'est d'avoir une vision prospective de ce que va devenir notre système de santé en prenant en compte les innovations, et savoir comment ces innovations modifient la prise en charge et l'organisation, et également les moyens humains dont nous disposons. Le HCAM ne le fait pas. Le HCAM est en train de faire un rapport sur tout ce qui relève des RH, effectivement, en santé. Mais ce n'est pas exactement la même question. Moi, je voudrais qu'on parte des innovations, et pas uniquement organisationnelles, même si elles sont importantes, pour voir leurs conséquences secteur par secteur. Et elles sont réelles, elles doivent conduire à cela. Et ça, c'est un outil essentiel pour que les politiques puissent décider. Et pourquoi la HAS s'en saisit pas? Vous avez le droit à l'autosaisine. Alors, je vous réponds très clairement. C'est fait partie de nos missions d'élaborer annuellement un rapport prospectif, un rapport d'analyse prospective, et selon les termes de la loi, proposer des modifications de l'organisation du système de santé. Eh bien, nous avons chaque année un thème. Cette année, c'est sur la qualité. Ça a été décidé par mes prédécesseurs. Je peux vous dire que l'an prochain, ce sera sur les innovations en santé et voir comment on peut, d'un point de vue prospectif, se dire voilà ces innovations, leurs conséquences à 10 ans dans notre système en prenant quelques innovations types. Mais on ne va pas régler l'ensemble des problèmes. Il faudrait vraiment qu'il y ait cet outil. Intelligence artificielle fera partie des innovations. Oui. Bien sûr. Alors, Madame Barthélémy, alors. Alors moi, je vais revenir sur un certain nombre de termes. La confiance, la relation, ce qu'on appellera l'exercice humaniste de la médecine. Les progrès techniques ne doivent pas être des écrans qui s'interposent entre le malade, la personne qui vient demander de l'aide et celui qui va l'aider. Donc, il y a des savoirs, des savoir-faire, mais au cœur de notre métier, de notre pratique. Et il y a vraiment cet élan vers l'autre, cette ouverture, cette confiance, l'expertise, bien entendu, mais aussi cette disposition qui doit être entraînée au cours des études, valorisée. Et je crois que vraiment, tous les jeunes que je rencontre, qui sont des étudiants, des jeunes médecins qui sont sur le terrain, gardent cet enthousiasme pour leur pratique. D'accord. Alain Fischer, sur la vision, est-ce que c'est la recherche qui doit guider la vision? C'est un peu le thème de votre livre. Pas tout à fait, mais bon, j'ai pas le temps. Mais je vais rester dans cette optique en élargissant un tout petit peu à la culture scientifique. Je pense que notre pays souffre, là aussi, malheureusement. Il y a des choses positives et des choses qui le sont moins. D'un défaut de culture scientifique, c'est pas nouveau, c'est vraiment pas nouveau. Mais il y a un défaut, je pense, de l'enseignement des sciences, et c'est important pour la santé, mais évidemment pas que pour la santé. Dès l'école primaire, les enseignants ne sont pas formés... malheureusement, parce qu'ils sont d'origine littéraire en moyenne, je fais un gros trait, ne sont pas à l'aise face à l'enseignement Vous allez nous les fâcher, là, les enseignants. Non, mais ils savent ça très bien. De l'arithmétique et des sciences en général, ça se poursuit au lycée, enfin au collège, au lycée.
c'est dans les médias. Je pense qu'il n'y a pas assez d'émissions et de journalistes scientifiques. Et il y a une nécessité d'un investissement massif dans notre pays pour le développement de la culture scientifique. Et si on y arrive, ça rejaillira positivement sur la santé, sur la recherche en général et sur la perception rationnelle des problèmes d'une société. Très belle conclusion. En tout cas, rassurez-vous, au contrepoint de la santé, nous sommes pour la science, pour la culture, pour l'ouverture et la santé. Et la santé, évidemment. Alors, merci beaucoup aux équipes, à Françoise Millet, Nathalie Rattel, Emmanuel T, à la veille des acteurs de la santé, à LDC Santé, à Hortus. Merci à nos partenaires, BVA, CARE, le groupe Pasteur Mutualité, MSD, Point Vision. Je ne peux m'empêcher, Madame Barthélémy, puisque vous êtes là, de me rappeler cette phrase de Lacan. Si vous avez tout compris, c'est que vous avez tort. Bon retour à tous.